Bonsoir à tous et bienvenue sur LCP, une question qui nous taraude et qui vous taraude apparemment, si on en juge par votre courrier, par vos messages sur les réseaux sociaux, par vos tweets. Peut-on encore croire à la politique ? Mathias. Oui, Patrick, parce que la crise économique est aussi une crise de société, en France comme dans le monde. Les élus ont une responsabilité particulière pour construire la société du XXIe siècle, et pourtant, le niveau de défiance à l'égard des élus en France frôle des sommets. Donc il y a une question que se posent les Français aujourd'hui. Peut-on encore croire à la politique, aux politiques, en mars 2013 ? Et Laurent, à qui va-t-on faire confiance ce soir justement pour répondre à cette question sur la défiance ? Mais Patrick, il y a quelqu'un qui y croit, qui est maire, qui est député, qui a une très grande carrière ministérielle déjà, à l'intérieur, à l'outre-mer, à Bercy, François Baroin en l'occurrence, que nous allons sonder pendant 1 heure sur ces questions qui aujourd'hui sont à la fois à l'agenda politique et social et qui interrogent les politiques sur leur capacité à changer la France, à changer la société, à changer la politique. Et à la fin de l'émission, il sera interpellé par un jeune entrepreneur, Gilles Babinet. On se retrouve tout de suite. François Baroin, bonsoir. Bonsoir. Bon, merci de vous jeter à l'eau parce que c'est un peu piégeux comme débat. Ah bon ? C'est dans l'air du temps. Les gens ne nous font pas confiance. Pendant longtemps, on s'est dit que ce sont des conversations de bistrot, de comptoir. Et en fait, vous en apercevez vous-même, les élus. Souvent, on vous interpelle maintenant et on ne vous fait pas confiance immédiatement, pas spontanément. En tout cas, pas en tant que député. Non, il y a un doute, il y a évidemment un doute très sérieux qui s'anime ou qui s'appuie sur une crise quand même très profonde. Et les gens, la population ressent que c'est pas juste une crise dans un cycle traditionnel avec des périodes de crête et des périodes de creuse. C'est un nouvel ordre économique qui se met en place. Ça veut dire des nouvelles interrogations sociales. Et puis, si on parle sur une histoire récente, ça fait quand même 2 ans qu'on vit à un rythme de 20 000, 30 000, 40 ou 50 000 chômeurs par mois de plus. Ce sont des souffrances sociales immenses. Et que ce soit un pouvoir de droite ou un pouvoir de gauche, les réponses n'ont pas été apportées parce que la problématique n'est pas uniquement doctrinaire, idéologique ou sur une politique publique. L'économie est mondiale, l'Europe est intégrée, c'est une rivalité sans nom, ce sont des conquêtes de parts de marché. Et en même temps, c'est le quotidien qui compte. Donc oui, bien sûr qu'il y a un doute. Et globalement, les gens se disent, ils n'y peuvent rien. Qu'ils soient de droite ou de gauche, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent peu. Tout le monde, je pense, n'est pas dans ce cas-là. Regardez quand même le taux de participation aux grands scrutins comme la présidentielle. Le scrutin municipal répond à d'autres critères. Ils choisissent un homme, ils le connaissent, ils connaissent l'équipe, donc il y a un sentiment de proximité. Donc je serais tenté de dire que tout ce qui se passe au coin de la rue ou qui peut avoir une influence sur des enjeux majeurs bénéficie encore d'une forme de confiance ou au moins d'espérance. Peut-être plus d'une confiance totale et absolue, mais tout ce qui donne l'impression d'être au bout du monde ou très institutionnel, ou surfant sur l'écume des vagues, les moutons sombres de la vague qui arrive sur la berge dans un monde ultra médiatisé, donne un sentiment effectivement que tout passe, rien n'imprime, et donc un sentiment d'impuissance des politiques. Alors à gauche comme à droite, hein, d'ailleurs. On va diviser cette émission en 2. Une première partie où vous aurez Mathias Léridon comme interlocuteur principal. La seconde, ce sera Laurent Bigorgne. Et la première partie, c'est comment rénover la vie politique. Anaïs Goubatian. Lorsque cet hémicycle se remplit, les visages que l'on croise sont le plus souvent des hommes typés européens, âgés de plus de 50 ans, et cela dure depuis plusieurs années. Même s'il faut le dire, il y a eu un petit progrès depuis juin 2012, la parité et la diversité ne sont pas des priorités en politique. C'est une assemblée qui est très peu à l'image de la société française d'aujourd'hui, que ce soit en termes de parité, que ce soit en termes de représentativité socio-professionnelle. Il y a peu ou peut-être pas d'ailleurs d'ouvriers. La faute au non-renouvellement de la classe politique. Le plus urgent, c'est évidemment de voter la fin du cumul. Personnellement, je crois qu'il serait sage également de voter une dose de proportionnelle aux législatives, de sorte que tout ça s'applique naturellement en 2017. Et puis enfin, en ce qui me concerne, oui, je serais également favorable à ce que l'on vote une réforme permettant aux Français eux-mêmes de participer à la sélection des candidats à l'élection présidentielle. Si ces 3 mesures étaient prises
et qu'elles entraient en application en 2017, eh bien ce serait un renouvellement très important qui aurait été opéré. Et ce renouvellement est compliqué à mettre en œuvre pour une raison simple. Ce sont les élus eux-mêmes qui doivent voter leur changement de statut et certains d'entre eux sont particulièrement attachés aux règles déjà établies. Il y a une expression qui a déjà été utilisée, il est toujours difficile de demander aux dindes de fêter Noël, c'est un peu ça, mais il ne faut pas se rater là-dessus. On est dans un système qui peut vraiment s'effondrer. Je ne veux pas être trop dramatique, mais la démocratie aujourd'hui, elle est fragile, fragilisée par la crise, et donc soit on s'applique à nous-mêmes des efforts, on s'applique à nous-mêmes des réformes, soit, à mon avis, on perdra la confiance des gens. Et il n'y a rien de pire dans un système politique que la perte de confiance dans les élus. On y est aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des enquêtes, quand on parle avec les gens. Donc à nous de faire en sorte que ça avance. Qu'est-ce qui vous paraît, Mathias Léridon, le plus important dans cette rénovation de la vie politique indispensable? Mais moi, François Barin, je voudrais vous poser une question. Vous avez été député à 27 ans, vous avez été 2 fois Benjamin d'un gouvernement, Benjamin du gouvernement Juppé, Benjamin du gouvernement Fillon. En 20 ans, en 27 ans de vie politique, est-ce que vous avez l'impression que la vie politique en France s'est modernisée, qu'elle a accompagné l'évolution de la société, ou au contraire qu'elle s'est arrêtée et que la société a avancé? Le décalage, est-ce que c'est le décalage des politiques qui ne suivent pas la société, ou est-ce que c'est la société qui aujourd'hui est en défiance avec le politique parce que les politiques finalement ne l'ont pas accompagné? Bon, je ne suis pas sûr d'être le meilleur exemple en effet, parce que vous avez en face de, enfin vous avez choisi pour cette émission un dinosaure. Moi ça fait... Un jeune dinosaure. Peut-être, mais à la lumière de ce qui est... dinosaures alors. Peut-être le Benjamin des dinosaures, si vous voulez, mais moi j'ai choisi à un moment de ma vie de rentrer, c'est vrai, très jeune en politique, j'étais journaliste à l'origine, et j'ai choisi de consacrer, en tout cas j'étais rentré dans cette idée, ma vie professionnelle à l'action publique. Une forme du service de l'État, c'est lié à une construction personnelle, un atavisme, des racines familiales, qui fait que le service de l'État voulait dire quelque chose. Il n'y avait rien de plus beau que de servir l'État, et j'ai choisi de le servir à travers l'action politique. Je rencontre un homme formidable qui s'appelle Chirac, qui me fait confiance, qui me donne confiance en moi, qui me donne en quelque sorte les moyens de faire mes preuves. Je n'ai pas fait de putsch, j'ai piqué la place de personne, je me suis représenté à 27 ans avec l'étiquette RPR, il y a une primaire avec un UDF, je gagne une circonscription à un socialiste dans un département qui était mon département de naissance. Donc j'ai consacré 20 ans de ma vie à cela. C'est mon 5e mandat de député, c'est mon 3e mandat de maire. J'ai exercé 5 fonctions ministérielles, donc on peut considérer que ce cas-là, ce parcours-là, ne correspond pas ou ne correspond plus à ce qu'attendent les gens. C'est possible. Parce que si on va, comme le dit Carcassonne, sur une dose de proportionnelle, la suppression des cumuls, c'est-à-dire, au fond, l'arrachement pour une partie d'un très grand nombre de nos territoires d'une voix qui peut se faire entendre à Paris. Et vous rajoutez un peu les conséquences de la réforme constitutionnelle qu'on a fait voter sous l'autorité de Nicolas Sarkozy en 2008, c'est-à-dire les ministres qui peuvent redevenir députés ou sénateurs une fois qu'ils ont quitté le gouvernement. Vous avez là les ferments de ce qu'on a connu sous la 4e République, avec une très forte instabilité gouvernementale et un retour à la 4e République à travers le régime des partis. Oui, vous allez donc, parce que c'est ce que je veux dire, ce que je veux faire comme démonstration, j'ai pas plus la vérité qu'un autre, mais on est encore dans un État très centralisé. L'essentiel des décisions se prennent à Paris, dans les ministères. Pourquoi les gens cumulent? Une fois encore, ils font pas de putsch. Quand moi, maire de Troyes, je me présente comme député, les gens savent que je suis maire de Troyes, mais ils m'élisent quand même. Ou quand je suis député et que je me représente à la mairie de Troyes, ils savent qu'il y a une situation de cumul. Donc il y a quand même, je veux souligner, cet effet de ciseau, ce décalage qui peut exister entre les 80% des gens qui souhaitent la suppression des cumuls et la réalité électorale qui fait que dans des départements où vous n'avez pas de très grande métropole, le seul moyen de se faire entendre et de négocier les dossiers à Paris, c'est de choisir des élus qui peuvent aussi peser sur les décisions parisiennes. Donc si on va vers la suppression des cumuls, il faut aller vers un statut d'élu local. Et je dois la vérité de dire que François Hollande n'a pas été très courageux dans cette affaire parce qu'il a dit on va supprimer le cumul, mais on n'offre pas des responsabilités professionnelles, notamment à la hauteur de l'engagement de la protection naturelle des élus locaux. Et deuxièmement, il faut décentraliser le processus de décision, c'est-à-dire confier aux préfectures de région l'essentiel des pouvoirs des ministères actuellement pour que un élu puisse valablement défendre son territoire. Donc un système plus proche du système allemand en termes d'organisation régionalisée que le système français centralisé. Parce que ce que vous disiez sur le cumul des mandats, il y a beaucoup de citoyens français qui disent oui, mais le monde est beaucoup plus complexe qu'il n'était il y a 20 ans. Et lorsqu'on est député, c'est un job à part entière. Lorsqu'on est maire, c'est un job à part entière. Lorsqu'on est président de conseil général, conseil régional, de comité de communes, le cumul, le bon sens dit mais comment fait-il pour
avoir la totale main sur ces différentes responsabilités. Bon, ça c'est une question d'organisation, c'est une question également de délégation. Moi, je l'ai fait pendant 20 ans. Les seuls moments où c'est très compliqué, c'est quand vous êtes ministre et que vous voyagez beaucoup et que vous avez un exécutif local. Les deux mandats se nourrissent l'un l'autre. Un bon parlementaire peut aussi améliorer le regard du législateur dans la fabrication des textes sur la base d'une expérience locale. Ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. La logique voudrait quand même qu'un ministre n'ait plus de mandat local. Oui, mais d'un autre... le temps de son ministère. D'un autre côté, on expliquera que les ministres sont en l'air, n'ont aucune conscience de la réalité, et que le fait d'avoir un ancrage local, un bassin territorial, lui permet de garder les pieds sur terre et de conserver une certaine idée de l'impact des politiques. Mais avouez que c'est difficile quand on est ministre des Dom-Tom, comme vous l'avez été, d'aller à La Réunion et d'être à Troyes, d'aller repartir à la Guadeloupe. Oui, bien sûr, ce sont des efforts personnels, mais c'est un exercice difficile, je ne vais pas le nier, je le dis moi-même. Mais c'est un exercice qui n'est pas impossible. Cela étant, je pense que maintenant, voilà, l'histoire est faite, je ne pense pas que les ministres pourront avoir des responsabilités exécutif, de même que je pense que la loi sera votée. Ce que je veux dire, c'est sur la base de cette expérience, je ne suis pas sûr que ce soit la très très bonne idée. Je ne pense pas que ce soit ça qui restaure l'élément de confiance indispensable du lien qui existe ou qui doit exister entre une population et sa représentation. Et je pense que ça va abîmer une forme d'identité de notre pays dans sa construction, parce qu'on raisonne grande métropole, Paris, Lyon, Marseille, on se dit cela, etc. Mais l'immense majorité de nos territoires, ils ont une préfecture entre 80 000 et 150 000 habitants, le reste est à dominante rurale. Et donc, sont des départements qui ne se feront plus entendre à Paris. Le maire de Troyes tout seul ne se fera jamais entendre auprès des ministères. Et le député de l'Aube, qui fasse 1 ou 2 mandats, il fera son travail, mais il ne le fera pas avec l'expérience irremplaçable qui est celle d'être en responsabilité à la tête d'un exécutif, de faire des choix budgétaire, de faire des choix politiques, de le confronter à l'opinion. Cette expérience est irremplaçable. François Baroin, au-delà du cumul des mandats, il y a aussi une discussion qui est dans le débat public aujourd'hui des Français, qui est le rôle et la place des fonctionnaires dans la vie publique. Vous n'êtes pas fonctionnaire. Lorsque Anaïs Goubatian faisait le portrait robot du parlementaire aujourd'hui, 70% d'entre eux sont des fonctionnaires. Est-ce que vous trouvez qu'il faudrait mettre des quotas pour limiter le nombre de fonctionnaires en politique? Ou est-ce qu'il faut mettre des quotas positifs pour qu'il y ait des non-fonctionnaires qui viennent en politique? Non, mais en règle générale, moi je suis pour le pacte républicain et je veux dire à chacun ses mérites. Je suis contre tout ce qui est discrimination positive ou négative. Même sur la parité on doit à la vérité dire que cette loi a certainement accéléré, mais le processus est engagé. C'est lent, en France, particulièrement lent. C'est lent, mais je pense que les années qui viennent vont aller quand même dans la bonne direction. La loi sur la parité ou l'équilibre dans les exécutifs entre les hommes et les femmes ont permis, je pense, de former des adjoints et des adjointes qui pourront faire des candidats sérieux aux législatives. Mais une fois encore, vous ne faites pas de putsch, vous n'êtes pas nommé, vous êtes élu. Donc c'est un lien de confiance. Un député, il a un corps électoral de 110 000, 150 000 habitants en moyenne. Donc il va vers les gens. Alors bien sûr, on peut dire qu'il y a l'étiquette politique qui fait tout, et l'étiquette politique ne fait pas tout. Mais il y a probablement des salariés de l'entreprise privée, quel que soit leur niveau dans l'entreprise, qui aimeraient faire de la politique, qui aimeraient aller au contact de ces citoyens. Mais vous voyez bien qu'y compris dans une période de crise économique, il est très difficile pour un salarié d'une entreprise d'aller voir son entreprise et de lui dire ben voilà, je me lance en politique, je prépare pendant 1 an le terrain, je vais à la rencontre des citoyens. C'est vrai, il y a sûrement des choses à améliorer sur la disponibilité, mais justement en période de crise, je pense que les chefs d'entreprise veulent garder leurs salariés pour créer de la richesse pour leur entreprise et qui ne s'amusent pas à faire de la politique. Donc il y a sûrement des éléments de souplesse à mettre en place. Maintenant, des quotas pour dire il y aura X pourcentage de fonctionnaires, X pourcentage d'ouvriers, X pourcentage de noirs, de jaunes, de tout ce que vous voulez. C'est pas ça la société française. C'est pas ça. Il faut aussi dire que le mode de scrutin pour les législatives, qui est uninominal à 2 tours, est un scrutin qui personnalise énormément et qui ne permet probablement pas d'avoir une représentation la plus objective de la société française. Alors je vais vous montrer à tous les deux une batterie de sondages, de questions que nous avons posées par le biais de Harris Interactive. D'abord, est-ce que vous faites confiance aux hommes politiques? Alors, bon, on ne va pas vous voir rougir, mais on pourrait. Parce qu'en fait, vous voyez, il n'y a que moins d'un quart qui font confiance. Voilà. Ils sont 24% seulement à faire confiance aux responsables politiques et 72% qui répondent non. Ça, c'est à peu près ce que vous entendez de ci, de là?
Ou ça vous paraît purement démagogique? Et il y a un résultat supplémentaire, c'est que plus on avance dans l'âge, plus on avance en âge, moins on a confiance dans le politique. J'ai regardé les items, effectivement, les 18-24 ans doivent être à 60%, sont à 60%, puis à 66 lorsqu'on va jusqu'à 35, puis ensuite à 79 lorsqu'on est dans la population entre 35 et 50 ans, donc les forces vives de la nation. En général, on a connu des gouvernements de droite et des gouvernements de gauche, et le problème du chômage, qui est le problème majeur de toute action politique publique, n'a pas été réglé. Mais pourquoi? Parce que l'économie est mondiale, parce que c'est une transformation complète, parce qu'il faut aussi que tous les responsables politiques de partis de gouvernement acceptent de ne pas aller se laisser entraîner sur des terrains de la facilité ou de la démagogie. Vous avez des poussées de social-populisme d'extrême gauche et de national-populisme d'extrême droite qui montent partout. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Mais regardez l'Europe de l'Est avec des résurgences de nationalisme. Ça nous guette en France? C'est un risque pour nous en France? Si on considère que l'Italie est un laboratoire politique de l'Europe, ce qui est un peu la démonstration de ces 40 dernières années, bien sûr que vous avez... c'est déjà le cas. Mélenchon et Le Pen ont le même programme, peu ou prou. Il faut se replier sur soi-même, s'étriquer, s'assécher, sortir de l'euro, faire une dévaluation, c'est-à-dire appauvrir les gens, des cortèges de faillites, de chômeurs, de douleurs, de violences. Bon, c'est ça le programme des extrêmes. Mais au total, quand même, de droite comme de gauche, ils ne dépassent pas les 30%. Ce qui est déjà énorme. Ils font un peu plus que 30%. Je pense que la crise qui met en cause un fondamental autour d'une construction européenne qui est un acquis du lendemain de la guerre pour éviter de rebasculer justement dans une violence, est remis en cause par cette évolution et sur cette problématique de la dette des États. Je pense que la grande affaire, elle est économique. Je pense que le seul programme sur lequel les uns et les autres nous devons travailler est économique, social. Je pense qu'il faut avoir le courage de dire la vérité et non pas de surfer sur la difficulté d'un gouvernement actuellement en place ou de se faire plaisir avec des petits mots qui ne servent à rien, et il ne faut pas flatter les bas instincts. Et tout ça ne vous inquiète pas quand même quand vous voyez justement le résultat des élections italiennes, un homme qui est justement un responsable économique apprécié partout en Europe, qui dit la vérité, en tout cas qui dit sa vérité, qui s'appelle Mario Monti, et puis il termine pratiquement en chaussettes. Ça démontre au moins que la politique est un métier. C'est un métier à part entière, c'est un métier technique, c'est un métier qui suppose de l'investissement, qui suppose du travail, de la compréhension des choses, beaucoup d'écoute également. Mario Monti, c'est le pur produit du candidat voulu par les marchés financiers, remarquable expert, chef de gouvernement respecté de la part de ses pairs. Moi, il était ministre des Finances lorsque j'y étais, c'était un négociateur intelligent, intéressant, qui connaissait les choses. Il a probablement commis une erreur, c'est de se dire, puisque je suis chef de gouvernement et que je suis le rempart contre les marchés qui attaquent l'Italie, donc je suis le meilleur protecteur de l'Italie, je rentre dans le jeu politique. L'histoire aurait été probablement différente si Monti avait dit « je provoque une dissolution, mais je ne suis pas candidat ». On serait venu le rechercher. Il a voulu jouer un jeu qui n'était pas le sien, qui est ce jeu des partis politiques. En plus, l'Italie, c'est vraiment très compliqué et il y a énormément de partis. Et vous avez ces deux poussées de populisme. Un Beppe Grilli qu'on présente comme Coluche, c'est une insulte pour Coluche. C'est un homme qui a tenu des propos ouvertement antisémites. Antisémites. Il faut prendre ses discours, il faut regarder ce que disent les hommes politiques aussi. Xénophobe, raciste, il veut renverser la table. Et Berlusconi, on n'a pas besoin de le présenter. Il surfe avec la Ligue du Nord et une partie de l'extrême droite sur un populisme clairement à la frontière entre la droite et l'extrême droite, et ça fait encore 29%. Et il lui manque quelques centaines de milliers de voix pour récupérer le pouvoir qu'il a perdu, contraint et forcé, sous la pression des marchés. Et des juges. Oui, mais François Baroin, pas que des juges. Il quitte parce qu'il y a une pression internationale. Mais on parle de parce que le problème de l'Italie, c'était Berlusconi. 1 an et demi après, l'Italie se choisit presque Berlusconi comme sauveur. Oui, mais François Baroin, on parle de l'Italie, qui est une situation compliquée, mais en France, vous dites, il faut faire le pari vis-à-vis des citoyens, de la transparence, il faut avoir un langage de vérité. Nicolas Sarkozy, que vous souteniez, n'a pas été élu par les Français. C'est parce que son langage de vérité n'était pas suffisamment transparent, n'était pas suffisamment vrai. Parce que où est la solution aujourd'hui ? Chacun a son analyse de cette défaite. Moi, j'ai tendance à considérer que la crise était d'une telle violence que c'est très difficile de gagner une présidentielle quand vous avez 30 000 chômeurs de plus Quelle par que mois. soit la transparence du discours. Tous les gouvernements ont été liquidés. Gordon Brown a été battu, Socrates au Portugal, qui était quand même une superstar au Portugal, a été battu, Zapatero n'a même pas été en situation de se représenter. Mais Angela Merkel semble en bonne position pour novembre prochain. Il y a un an et demi de plus, mais Obama a 6 mois de plus, et il s'est passé quelque chose entre la défaite de Nicolas Sarkozy et la réélection d'Obama. C'est un peu technique, mais c'est très important. C'est le président de la Banque Centrale Européenne qui a dit, finalement, ce qu'on attendait, nous, et sur lesquels nous nous sommes battus pendant des mois et que nous n'avons pas obtenu, nous interviendrons pour acheter les titres des États en difficulté, donc nous sauverons les dettes des pays qui sont trop endettés. Cette seule décision a rassuré les marchés,
et rassurant les marchés, a éloigné la menace européenne et donc a permis à l'économie américaine de repartir. Donc il faut aussi un peu d'histoire et un peu de mémoire et bien comprendre que des séquences peuvent s'écrire très rapidement et changer profondément la face des choses, y compris en termes de conséquences politiques. Dans le débat, François Baroin, entre cette déconnexion entre la confiance dans le politique et la crise que les Français sont obligés de vivre au quotidien, il y a ce débat permanent qui est la participation directe des citoyens à travers l'idée des primaires. C'était Olivier Ferrand avec Terra Nova qui avait proposé ce débat sur les primaires à la gauche. Et puis il y a l'utilisation du référendum d'initiative populaire. Sur ces deux sujets, les primaires pour les élections nationales ou locales, l'idée du référendum d'initiative populaire, le dernier c'était 2008 avec Maastricht, et on a vu que les citoyens n'ont pas suivi leurs élus qui étaient pour le traité de Maastricht. Est-ce que vous pensez qu'il faut en faire un peu plus d'usage, un peu moins d'usage, que c'est du populisme déguisé en politique? Non, je ne dirais pas ça. Non, le populisme, le plus récent, c'est de considérer qu'il y a une vague de froid, que le verglas est assassin et que Hollande était complice. Vous voyez, je vous dis ça, c'est du populisme. Alors les primaires, moi je trouve que c'était une bonne idée. Je pense qu'on a eu tort de critiquer, comme nous l'avons fait, l'occupation de l'espace médiatique par les socialistes qui a permis de donner de l'élan à François Hollande, surtout après le désastre de l'affaire Strauss-Kahn. Et je pense que pas un parti politique de gouvernement, c'est-à-dire en gros le Parti socialiste et l'UMP, c'est-à-dire en situation de rassembler autour d'eux une majorité de Français autour d'un second tour présidentiel, ne feront pas l'économie d'organisation primaire. C'est inéluctable pour l'UMP. Pour moi, c'est inéluctable. Le corps électoral ne peut pas être celui des militants, qui est plus étroit. C'est un corps électoral qui doit être élargi sur la base d'une inscription sur une charte de valeurs. Je suis électeur de droite, je vote traditionnellement à droite, mais je ne suis pas militant, je ne suis pas engagé. Je m'inscris et j'ai le droit de vote. Oui, je crois qu'il faudra sélectionner notre candidat à l'élection présidentielle sur cette base-là. Faut-il le faire pour tous les scrutins ? Quand vous avez des sortants qui n'ont pas démérité, où la question ne se pose pas, organiser des primaires peut créer plus de complications qu'autre chose. Quand vous n'avez pas de candidat naturel ou que c'est un adversaire qu'il faut sortir d'une position, dans ce cas-là, un système de primaire est un bon mode de sélection. Et sur le référendum d'initiative populaire ? Probablement qu'il faut en faire plus. C'est compliqué, c'est lourd, ça coûte cher, mais c'est certainement une évolution démocratique. Et vous avez beaucoup d'élus qui, sans rentrer dans un système de référendum d'initiative populaire au sens juridique du terme, avec une stabilité juridique liée à la qualification du référendum d'initiative populaire, consultent très régulièrement leur population. Alors, c'est la commission Balladur, d'ailleurs, qui, sous Nicolas Sarkozy, avait proposé ce référendum d'initiative populaire qui n'est toujours pas passé dans la loi. En tout cas, c'est une bonne respiration. C'est un élément complémentaire qui évite probablement à un président de la République de prononcer une dissolution ou d'attendre la prochaine élection présidentielle pour que les gens manifestent leur mécontentement. Alors justement, deuxième respiration, où on va parler de référendum. C'est une batterie de questions, il y en a deux, très précisément, toujours posées par le biais de Harris Interactive. On demande aux gens, pour chacune des pistes suivantes, êtes-vous plutôt pour, êtes-vous plutôt contre, favorable ou opposé? Alors, regardez, on va prendre notre temps avec Frédéric Mian. On demande aux gens, limiter à 2 mandats maximum le nombre de mandats consécutifs. Vous voyez, de très loin, c'est ce qui plaît le plus. 82%, fixer une limite d'âge maximale pour pouvoir se présenter à une élection, imposer aux partis politiques la parité dont on parlait tout à l'heure, fixer aux partis politiques des quotas de personnes issues du secteur privé, ça c'est pour faire plaisir à Mathias, et puis assez loin derrière quand même, les quotas de personnes issues de la diversité, 45%, et 28% seulement sur voilà, et 28% seulement sur la possibilité de permettre aux étrangers vivant en situation régulière en France de voter aux élections nationales, que ce soit la présidentielle ou les législatives. Vous voyez que pour l'instant, ce n'est pas une priorité pour les électeurs, pour les citoyens. Alors maintenant, deuxième type de question, pour chacun des sujets suivants, si le gouvernement voulait le faire évoluer, est-ce qu'il devrait, selon vous, le soumettre à référendum? Alors, en ce qui concerne la modification des conditions d'autorisation d'euthanasie, oui, à 68%. L'instauration du vote des étrangers aux élections locales, 65%. L'interdiction du cumul des mandats, 59%. L'autorisation de la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui, autrement dit les mères porteuses, 58%. Repousser l'âge légal de départ à la retraite, 53%. Supprimer le département comme échelon administratif, bon, ça intéresse moins les gens, mais quand même, 51%, estiment que ça pourrait passer par référendum. Qu'est-ce que ça vous
vous inspire tous les deux? François, quand on regarde ces résultats, on a un peu l'impression diffuse que c'est du bon sens. Alors, il y a des conséquences institutionnelles, comme vous le disiez, sur l'organisation de la vie politique, peut-être même l'identité politique de la France, mais au fond, est-ce que ce bon sens partagé par plus de 3 Français sur 4, pourquoi il n'est pas transformé dans l'organisation de la vie politique en France? Vous pensez qu'il faut résister à cette vague parce qu'elle a des conséquences qui peuvent être négatives, ou que la force du politique, c'est de résister à ce qui peut apparaître comme du bon sens, mais qui ne l'est pas, ou c'est justement de résister en attendant que le populisme fasse le travail? Résister à la vague sur le cumul, il faudra quand même s'accrocher très très sévèrement à sa planche, parce que ça me paraît vraiment aller dans le sens de ce que souhaitent les gens. Mais une fois encore, c'est honnête de ma part, moi je pense le contraire, mais par expérience. Et c'est pas pour défendre un précaré, c'est vraiment parce que je pense que c'est une modification en profondeur de ce qui attend la vie politique. Je ne suis pas sûr que ça aille vraiment dans la bonne direction. Je pense qu'en politique, la seule légitimité, elle vient du suffrage universel, qu'il faut avoir le courage de se présenter, qu'il faut obtenir une majorité et ne pas trahir cette confiance. Et quand vous êtes réélu, pourquoi interdire à des gens, si les gens le souhaitent, d'avoir les mêmes élus? Quel que soit l'âge de la réélection, on a vu des élus, députés, maires, qui après 70, 75 ans se représentaient. Mais s'ils sont élus, ils sont choisis, les gens le savent. Quand ils se présentent maire, on sait son âge, on sait le nombre de mandats. C'est une démocratie. On est dans une démocratie, l'une des plus vieilles démocraties, peut-être même celle qui a exporté, à travers la Déclaration des droits de l'homme, une certaine idée de la liberté individuelle. La liberté de choisir, de dire donc je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Une limite d'âge pour se présenter aux élections? Ça s'est fait. Je sais qu'il y a des élus, j'en ai eu un dans mon département qui s'appelait Robert Gallet, qui est un compagnon de la Libération. Qui était votre prédécesseur à la mairie de Troyes. Qui était mon prédécesseur à la mairie de Troyes, qui est un monument de l'histoire française, qui a été 13 ans ministre, qui est le père du nucléaire, qui est le père du plan calcul, de l'informatique. Le RPR ne lui a pas donné l'investiture à l'époque. Moi, je lui ai apporté mon soutien, j'étais déjà élu. Il a été élu, parce que les gens le respectaient pour ce qu'il avait fait, et il avait encore suffisamment de passion pour son pays, et il était suffisamment dans l'actualité pour considérer qu'il pouvait être encore utile, et les gens l'ont ressenti. Donc vous voyez bien que cette affaire d'âge, c'est plus une question d'état d'esprit. Parce qu'à l'inverse, il y a aussi le cas de ceux qui font le mandat de trop et qui finissent en général, ceux-là, ils sont battus. Et battus. En général, Marie Roche ou quelques autres. En général, ceux-là sont battus. Donc voilà, on est dans une démocratie. Maintenant, s'il faut aller vers ça, franchement, j'en ferai pas non plus une tarte au citron. Si c'est ça le sens de l'histoire, ce sera ça le sens de l'histoire. Ça, probablement, améliorera la capacité que dans les nouvelles générations, il y ait plus de postes qui se libèrent. Ça améliorera peut-être justement la fluidité. Je ne suis pas sûr que l'on gagne en qualité. En enracinement. En qualité, ce serait prétentieux de ma part de le dire, mais en tout cas en enracinement dans la durée, en représentativité sincère, en transmission d'un savoir, d'une histoire, d'un patrimoine. Et puis une fois encore, c'est le fait démocratique, donc c'est une élection. Vous dites, sauf à vouloir, dans ce cas-là, complètement encadrer la vie politique. Et on dit, c'est pas 10% de proportionnel qu'il faut, il en faut 50, et si vous avez 50%, dans ce cas-là, vous créez une loi, vous imposez au parti l'obligation d'avoir X pourcentage de chefs d'entreprise, de fonctionnaires, d'ouvriers, de femmes, de blacks, de chinois, de tout ce que vous voulez. Ça vous plaît pas? Mais ça, moi je suis un gaulliste. Et je me suis construit politiquement autour de Jacques Chirac, passionné du gaullisme, qui a essayé de comprendre pourquoi la Ve République s'est mise en place. Et pourquoi elle s'est mise en place? Parce qu'un système politique précédent, la quatrième s'est effondrée. Et pourquoi ça s'est effondré? À cause du régime des partis. Alors, et là, j'ai tendance à penser qu'on retourne vers le régime des partis. Donc je m'en méfie par construction politique, par identité gaulliste, et je m'en méfie désormais par une expérience que je crois suffisamment solide pour au moins témoigner de ce que je pense ne pas être forcément la meilleure idée. Deux petits sujets. On ne peut pas ne pas reparler, puisqu'on parle de modernisation. En disant tout ça, je sais que je suis très impopulaire, mais je l'assume pleinement. Ne serait-ce que pour que chacun, lorsqu'il aura à se prononcer, s'il y a un référendum, ait au moins toute la gamme d'arguments pour dire je suis pour, je suis contre. Mais je crois qu'il faut faire ce travail-là aussi. Revenons sur deux petits sujets, mais qui sont des sujets importants dans la perception de la rénovation de la vie politique. On est quelques mois après le scrutin difficile sur l'élection du président de l'UMP. Vous en tirez quoi comme conclusion sur le fonctionnement de l'UMP aujourd'hui? Première conclusion, c'est qu'on ne peut pas être candidat et secrétaire général. Vous voyez, je veux dire, on ne peut pas être juge et parti dans un dispositif comme ça. Ça, c'est clair, c'est net, on le savait avant. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le Parti socialiste pour les primaires. Martine Aubry a été candidate, elle a quitté le premier secrétariat. Donc je pense que ça, c'est la première règle.
Deuxièmement, il faut des scrutins les plus sincères possibles et il ne peut plus y avoir de place pour le doute. C'est un désastre sur le plan démocratique, c'est un désastre pour les militants, c'est un désastre pour nous tous, cette élection. Donc l'autre leçon qu'on doit tirer, c'est un processus d'une transparence totale et absolue qui ne souffre d'aucune contestation. Et vous avez confiance pour le futur scrutin de septembre? Alors aujourd'hui, non. On est en train d'en discuter, on est encore loin du compte. Non, il va falloir changer beaucoup de choses. Et il faut qu'il y ait vraiment scrutin. Ça, on verra. Moi, je n'étais pas candidat. J'ai déjà dit que je ne serais pas candidat. Voilà, c'est à François Fillon que j'ai accompagné et soutenu de dire ce qu'il souhaite. Ce nouveau scrutin, on l'a obtenu parce qu'évidemment, la première élection était tellement inacceptable. Donc, la base de cet accord, c'est un renouvellement d'un scrutin au mois de septembre. Si cet accord doit être remis en cause, il appartient aux deux protagonistes essentiels, et moi je fais confiance à François Fillon pour choisir le juste chemin, mais il leur appartient de dire est-ce que c'est pertinent ou pas avant les municipales de s'engager. Les blessures sont très profondes, on a un problème de doctrine, donc tout ça fait quand même beaucoup de sujets. On a vu, François Baroin, que vous avez été ministre des Finances, que le ministre des Finances actuel, Pierre Moscovici, a été face à un mouvement de contestation qui est arrivé par Internet, le mouvement des pigeons. Vous avez l'impression que dans la vie politique française, on peut voir émerger des mouvements politiques qui se créent sur Internet, cette espèce de grande communauté d'internautes qui tout d'un coup viennent troubler le jeu politique? Je ne pense pas qu'on puisse voir des mouvements politiques parce que il faut les structurer sur le terrain. Là encore, la France est un vieux pays. En revanche, on peut voir des mobilisations exceptionnelles sur les réseaux sociaux. Il suffit de voir comment les printemps arabes se sont mis en place. C'est clairement BlackBerry et le réseau social qui a mis en place le dispositif de connexion d'informations qu'on n'avait pas avant. Sur le plan politique, naturellement, tous les gouvernements aujourd'hui sont en situation... D'abord, ils n'ont pas la vérité. C'est pas parce qu'on est ministre qu'on a la vérité. Moi, j'ai été amené à porter des budgets difficiles d'économie. On a fait des choix. On les a défendus. Il peut y avoir d'autres choix, ils peuvent être contestés. Et là aussi, c'est le fait démocratique. De ce point de vue, les réseaux sociaux, je pense, apportent beaucoup, même s'il y a aussi la distance nécessaire à avoir à l'égard de ces mouvements qui peuvent être manipulés ou organisés de telle sorte. Mais en tout cas, on ne peut pas les écarter d'un revers de la main et on ne peut pas dire que ça n'existe pas et un ministre doit être à l'écoute de tout ce qui se passe. Merci beaucoup Mathias Léridon. Vous allez laisser la place à Laurent Bigorgne pour un deuxième thème sur justement ce que peut la classe politique face à tous ces défis qu'on a évoqués. Il s'agit d'aller au-delà de la rénovation politique dont on parlait tout à l'heure. Anaïs Goubatian. François Hollande n'est pas élu depuis 1 an et sa cote de popularité est déjà au plus bas. Lors de son élection, 27% des personnes interrogées avaient un avis défavorable sur sa politique. Ils sont aujourd'hui plus de 64%, un record pour un président de la République. Et il n'est pas le seul à attirer la méfiance des Français. Les différentes études montrent une défiance généralisée à l'égard de la classe politique. La méfiance en France, elle est forte par rapport aux appareils politiques, par rapport aux institutions élues, que ce soit les institutions nationales, locales, supranationales comme l'Union européenne, mais elle est également forte, cette défiance, vis-à-vis des syndicats. Les syndicats ne sont pas en odeur de sainteté en France. Ils sont divisés, ils sont faibles, ils sont relativement impuissants. Il y a là toute une série d'ingrédients qui expliquent largement l'attitude assez négative que les Français peuvent avoir par rapport aux syndicats. Dernier exemple en date, au bout de plusieurs mois de négociations, seulement 3 centrales syndicales ont approuvé l'accord sur le marché du travail conclu en janvier dernier. La CGT et Force ouvrière ont refusé de signer le texte. En France, on est dans une situation un petit peu particulière du syndicalisme, c'est qu'à la fois on a une histoire du syndicalisme qui est plutôt protestataire, parce que en France il y a aussi la mythologie de la Révolution, il y a la grande Révolution de 1789, mais aussi la Commune de Paris, mai 68, tout ça crée une espèce de mythologie que le progrès se fait dans des crises et dans des conflits. Bon. Et on est en train de construire aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins, on est en train de construire un modèle un petit peu différent, qui n'est pas celui de la social-démocratie des autres pays européens où le syndicat est la courroie de transmission du pouvoir politique. On veut rester autonome, et à la CFDT on est très attaché à rester autonome du pouvoir politique, et en même temps on veut sortir un petit peu de cette culture du tout contestataire où on considère que la négociation et le compromis ça peut aussi permettre de porter des réformes de façon plus efficace d'ailleurs parfois que la crispation et le conflit. Cette méfiance envers les organes publics et politiques s'est particulièrement accentuée ces 20 dernières années. Désormais, les citoyens demandent plus de concertation.
Une meilleure association des citoyens contribuerait certainement à réduire ce fossé qu'on peut appeler un fossé de la défiance. Mais en France, ça n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'entre l'État, le pouvoir central, le système politique et les citoyens à la base, les médiations sont en crise. Alors, pas mal de sujets donc, évoqués par ce sujet sur la défiance. On le voit quand même, les syndicats, justement. Qu'est-ce que vous en pensez, alors? On a préparé un premier document à vous présenter, mais qui reflète une situation très connue. C'est-à-dire qu'on a en France, par rapport à quantité d'autres grandes démocraties, par rapport à l'OCDE, un taux de syndicalisation qui reste premièrement faible et qui décroît. Je ne sais pas si on peut passer le document maintenant. On est bien sûr très en deçà des pays d'Europe du Nord. Donc ça, c'est le taux de syndicalisation en Europe. C'était en 2008, mais bon, ça a peu bougé, et si ça a bougé en France, plutôt dans le mauvais sens. Il y a vrai décrochage par rapport à un pays comme le Danemark, mais ce serait vrai de la Suède ou d'autres pays d'Europe du Nord. Par rapport à des pays de vieille tradition syndicale même comme l'Italie, par rapport au Royaume-Uni, par rapport à l'Allemagne, et un vrai décrochage par rapport aux pays de l'OCDE. Alors moi j'ai envie de vous poser une question directe. Vous avez été à Bercy. Est-ce qu'au fond on doit apprendre à se passer des syndicats? Non, je pense que la démocratie sociale est aussi importante que la démocratie parlementaire et que cette crise de la représentation qu'on voit dans les sondages, elle est révélatrice peut-être également de ce sentiment d'impuissance partagée que j'évoquais sur le chômage. Les syndicats dans l'inconscient collectif ont aussi une responsabilité, pas uniquement dans la mobilisation sociale sur le terrain pour défendre des emplois, mais peut-être pour apporter par leur contribution à leur réflexion des chemins qui permettraient à des entreprises de créer plus d'emplois, d'investir et donc de mieux protéger. Prenez Danemark, c'est très, très particulier. Et en même temps, l'État-providence danois se rapproche le plus dans son fonctionnement de l'État-providence français. Ça, en dépenses publiques, assurément. Oui, on est à 57%, ils sont juste en dessous. Non mais, donc il y a un effort très puissant pour protéger les plus fragiles, aussi bien au Danemark que là-bas. Ils sont à 67% de participation syndicale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que leurs syndicats ont certainement dans leur histoire orienté leur tactique, leur positionnement, leur négociation avec les pouvoirs publics et leur service aussi certainement à leurs salariés et à leurs mandants vers une cogestion. À l'allemande. Plus à l'allemande. Schröder réussit ces réformes qui ont redonné la compétitivité qu'on sait au modèle économique allemand, même s'il y a aussi des choses à laisser dans l'évolution allemande, sur le salaire minimum, sur le niveau des pensions, enfin tout ça est désormais très connu. Mais en revanche, il est parvenu à faire cette politique de modération salariale, en clair, de blocage de l'évolution des salaires, pour redonner de la compétitivité à ces entreprises, avec l'acceptation de syndicats très puissants. On en serait strictement incapable, même si la CGT était d'accord pour bloquer ça, je ne pense pas pour bloquer les salaires. Donc imaginez, donc c'est pas gagné, il y a du boulot, surtout si c'est un gouvernement de droite qui le propose. Mais même si, dans un point asymptote, c'est on tend vers, en étant sûr de jamais l'atteindre, on obtenait de la CGT une acceptation du blocage des salaires pour redonner de la compétitivité à nos entreprises, je ne pense pas que ça marcherait. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir. En tant que décideur politique, j'entends votre position sur le syndicalisme et je ne pense pas qu'on puisse en tenir une autre d'ailleurs en démocratie, mais en tant que décideur politique, qu'est-ce que vous pensez des organisations qui ne signent jamais? Est-ce que ça c'est acceptable à l'autre bout du spectre? Tout ce qui est en démocratie encadré par le droit, on est dans un état de droit et par définition acceptable. Le droit leur permet de ne pas signer. Le droit permet aussi... De là à ne jamais signer? Localement, il y a des signatures. Mais ça, je dirais que au final, c'est leur problème. Est-ce que ça a amélioré les scores d'un syndicat strictement contestataire comme la CGT? Je ne crois pas. Mais il y a des gens intelligents à la CGT. Est-ce que ça a amélioré Force ouvrière ou d'autres syndicats qui ont refusé sur la partie fonction publique de s'associer à des accords de réduction d'effectifs au bénéfice d'une amélioration du traitement des fonctionnaires? Non, donc on voit bien... Vous pensez qu'on peut attendre davantage du nouveau patron de la CGT, Thierry Lepant? Ça restera toujours dans la CGT, vieille culture CGT? J'ai l'impression que c'est une vraie grande histoire syndicale, contestataire. Voilà, je pense qu'ils ont aussi un problème, c'est qu'ils se font eux-mêmes contester par leurs extrêmes. Vous avez des nouveaux syndicats qui sont plus protestataires et qui contournent ces syndicats traditionnels. Donc je pense que aussi l'intérêt des gouvernements de gauche ou de droite, c'est d'avoir des partenaires en face qui soient solides, représentatifs et sérieux, mais pas des coordinations syndicales qui se mettent en place sur un mouvement et dont le seul objectif est de renverser la table. Donc tout le monde
a un intérêt à ce que les syndicats soient plus forts pour que lorsque les décisions sont prises, elles soient plus actives et plus efficaces. Et alors quand on passe du syndicat au Parlement, puisque l'accord du 11 janvier, l'accord national interprofessionnel sur la flexi-sécurité, sur la sécurisation d'emploi est entre les mains du Parlement, quand on revient au Parlement, vous avez envie de valider à la fois la méthode et puis le fond de l'accord entre patronat et syndicats par votre vote dans les jours qui viennent? Une fois encore, on est dans un état de droit, on produit du droit, donc c'est normal que ça passe devant le Parlement. Le processus de négociation, lui, s'est fait à l'intérieur du mouvement syndical. Moi, je voterai ce texte, parce que je considère qu'il va dans la bonne direction. Et c'est pas parce que des syndicats qui ne nous ont pas toujours ménagés ont construit un accord dont le texte est rédigé par un gouvernement que je combats pour le reste. Voilà, si ça va dans la bonne direction, il faut aussi avoir le courage de dire que ça va dans la bonne direction. Tant que le gouvernement auquel vous apparteniez précédemment avait initié ce type de dispositif. Oui, je vous remercie de le rappeler, ça aurait été moins sincère si c'est moi qui l'avais fait. Alors justement, si on regarde, c'était rappelé dans le petit documentaire tout à l'heure, on est 1 an après l'élection présidentielle de 2012, on voit le rapport Gallois sur la compétitivité avec un certain nombre de traductions. On voit l'accord national interprofessionnel, qui était un pari qui pour l'instant a l'air d'être validé. On voit, je parle ancien ministre de l'économie et des finances, mais aussi des comptes publics précédemment, une volonté de tendre vers un objectif zéro dépense, enfin en tout cas zéro déficit public à horizon 2017. On ne voit pas bien les étapes intermédiaires, mais en tout cas l'objectif est rappelé. Est-ce qu'au fond il y a des raisons d'y croire? Est-ce qu'il faut être optimiste en ce début d'année 2013? Ou est-ce qu'au contraire vous êtes inquiet? Ce qui se met en place, c'est du social-libéralisme. Donc ça n'a rien à voir avec la campagne de François Hollande. Le premier enseignement politique que l'on peut tirer, c'est qu'il a enterré sa campagne en 3 mois, quand Mitterrand avait enterré la sienne en 81 en 2 ans, parce qu'ils allaient dans le mur. Ça ne devrait pas vous désespérer, ça. Ça, de ce point de vue, ça va plutôt dans la bonne direction, même si je considère que l'erreur de François Hollande est de ne pas assumer ce virage. Il assumerait ce virage, ce serait probablement plus simple pour lui. Plus compliqué sur sa gauche, mais plus simple dans la sincérité de la politique qu'il mène. Pardon ? Gérard Collomb a parlé, grand élu municipal, de socialisme de l'offre. Oui, mais alors je ne sais pas si c'est une révélation tardive. C'est évident, c'est que Hollande a mené une campagne anti-Sarkozy et en essayant de drainer le maximum d'anti-sarkozystes sur son nom pour être élu président de la République. Le reste, il a franchement déchiré sa feuille de route. Et quand il a parlé des ordonnances il y a une semaine, ou qu'il a fait parler sur les ordonnances, je veux dire, là, il enterrait sa méthode du dialogue. Parce qu'il n'y a pas plus guillotine comme processus de débat parlementaire qu'une ordonnance. Donc je trouve que ça fait beaucoup pour un seul et même homme qui est en place depuis moins d'1 an. Maintenant, si vous me posez la question de savoir ce que je pense vraiment des mesures qui sont prises, le rapport Gallois en lui-même est un excellent rapport, il n'y a rien à dire sur la méthode et à faire. Le dossier des 20 milliards, c'est la TVA sociale qu'on a fait voter en janvier, que Hollande a fait annuler en juillet et qu'il rétablit à l'automne. Je ne suis pas sûr que Descartes y retrouve ses petits, je ne pense pas que les militants socialistes non plus, mais pour les libéraux que nous sommes, nous considérons que ça va plutôt dans la bonne direction, mais il faut l'assumer, il faut aller plus loin. La flexi-sécurité, ça va aussi dans le sens à l'opposé de la politique de gauche et plutôt dans la direction que nous souhaitions. Donc c'est encore un effort, M. Hollande, sur cette partie-là, beaucoup plus de courage pour l'assumer. Et certainement une ambition plus importante à l'échelle européenne qui consiste non pas simplement à se murer dans une opposition déterminée et un peu caricaturale à Mme Merkel, mais plutôt de se rapprocher le plus vite possible de l'Allemagne pour reformer un couple dont nous avons besoin, parce que sinon, moi, je suis très inquiet. Vous savez, ce qui va se passer sur les marchés à un moment ou à un autre, c'est le constat terrible d'un décrochage définitif entre la France et l'Allemagne. Et que donc l'Allemagne, pour avancer à l'échelle européenne, n'aura plus forcément besoin de la France sur un certain nombre de sujets. On le voit déjà dans les décisions des nominations, on le voit beaucoup dans les mesures économiques et politiques, et on va le voir dans quelques mois ou quelques années sur un caractère d'effet de ciseaux irréparable. Et je ne trouve pas bien que M. Hollande joue au chat et à la souris, il n'en a pas les moyens avec Mme Merkel uniquement parce qu'elle est en campagne électorale pour sa réélection. Et vous avez le sentiment que ce qui s'est passé à Chypre en fin de semaine dernière, en tout cas s'agissant de Chypre, avec donc manifestement des positions différentes entre la France et l'Allemagne, sur le degré de douleur à infliger aux Chypriotes, va dans le sens de ce tableau de décrochage que vous décrivez? Nous, on a beaucoup travaillé. Quand je dis nous, c'est Nicolas Sarkozy, François Fillon et moi-même, puisqu'on était en première ligne sur ce front-là, beaucoup travaillé avec l'Allemagne. On a eu des débats, mais on ne les mettait jamais sur la place publique. Et lorsque l'on avait des arbitrages, on a toujours essayé de rapprocher nos points de vue pour peser vis-à-vis de nos partenaires à l'intérieur de l'Europe, pour peser vis-à-vis de nos partenaires américains, chinois, brésiliens, les nouvelles économies émergentes qui, de toute façon, n'écouteront que la France et l'Allemagne réunies pour entraîner l'Europe. Ils n'écouteront pas la France seule et ils écouteront moins fortement l'Allemagne, donc ils n'écouteront plus l'Europe. Voilà. Maintenant, sur l'affaire de Chypre, je
pense que la décision des ministres des Finances est assez audacieuse de taxer directement les dépôts. Mais il faut voir aussi la composition des dépôts bancaires à Chypre, qui est l'une des causes aussi du caractère un peu ambigu de ce statut chypriote sur le plan bancaire. Vous avez énormément de fonds qui viennent de Russie et qui viennent en espèces. Donc j'aurais probablement soutenu cette initiative, j'aurais certainement accompagné l'Eurogroupe dans cette mesure. Elle est très surprenante, il y a une part d'aventure. Même pour les dépôts inférieurs à 100 000 euros? Non, alors je pense que là il faudra travailler pour éviter que ça n'impacte la classe moyenne inférieure et que vraiment la cible qui est visée, c'est-à-dire justement une forme d'évasion. Oui, il y a un petit côté offshore qui est bien connu et je trouve que d'avoir conservé ce lapin du chapeau et le sortir au dernier moment donne de l'impact et montre que l'Europe est aussi capable de s'organiser. C'est pas que de l'austérité, c'est aussi un message à l'égard de tout ce qui est banque, shadow banking et banque en zone grise un peu douteuse. Oui, et puis un État qui fait vivre un impôt sur les sociétés à hauteur de 10%. Alors il y a une part de concurrence déloyale, c'est aussi la raison pour laquelle l'une des leçons de cette crise, c'est d'aller vers plus de convergence fiscale à l'échelle européenne. Ça commence avec l'Allemagne et ça devra aller aussi bien sur l'impôt sur les sociétés que sur l'impôt sur les particuliers. On peut vraiment arriver à une harmonisation fiscale des principaux pays européens? Je ne vois pas par exemple sur la TVA, qui est en général la recette qui rapporte le plus d'argent dans tous les États. C'est la première recette pour l'État français, c'est de l'ordre de 130 milliards. Je ne vois pas ce qui empêche, à l'exception de la volonté politique, d'avoir le même taux uniforme. Ce serait probablement le meilleur moyen pour protéger nos emplois d'outils de production dans le domaine industriel sur nos territoires, le meilleur moyen pour lutter contre les délocalisations et les produits venus de l'extérieur. Mais vous ne l'avez pas fait vous-même quand vous étiez à Bercy? On le fait un peu tard, et on fait voter comme une TVA sociale à 12 milliards en début février dans une loi de finances rectificative, et on avait déjà annoncé qu'on ferait 20 à 25 milliards de plus si on avait été en responsabilité à l'automne. Je n'aurais pas la cruauté de revenir sur la TVA sur la restauration, mais il y aurait beaucoup à dire sur la TVA. C'est pas cruel. On peut dire aujourd'hui, à la lumière de l'argent qui nous manque dans les caisses, mais mon Dieu, c'était une drôle d'idée. On peut aussi dire, mais il y avait une raison pour le mettre en place, et c'est pas par hasard si on l'a défendu, qui est que la restauration rapide a un taux de TVA à 5,5, alors que la restauration traditionnelle avait un taux de TVA à 18,6. Était-ce logique et naturel? Et puis c'était aussi un peu une raison électorale quand même. Ça, c'est une interprétation, elle est libre. Mais je vous donne le fond même de la volonté d'avoir, au fond, une forme d'égalité de traitement entre ceux qui produisent de la restauration rapide et ceux qui embauchent un peu plus, avec des niveaux de salaire plus élevés. C'est une industrie de main-d'œuvre, la restauration. Alors, on a beaucoup parlé de défiance dans la première partie de l'émission. On vient de voir ce qu'est la situation des syndicats. Si on est d'accord, Patrick, on peut regarder ce qu'il en est plus toujours un graphique de l'OCDE. Voilà, d'un indice qu'on a trouvé, que je voulais vous soumettre, qui est un indice au fond de consultation des citoyens dans l'élaboration des lois. Qui compare pays par pays l'effort que chaque démocratie ou chaque pays concerné fait au sein de l'OCDE pour associer les citoyens par des procédures formelles de consultation lors de l'élaboration des lois et des réglementations. Vous savez comme moi que la France est un pays où on produit beaucoup de normes, trop disent certains, et on voit très clairement se dessiner une tendance, c'est que la France, de ce point de vue, a un profil démocratique, j'exagère peut-être que très, mais plus proche du Chili ou de celui de l'Estonie, qui sont très respectables au demeurant, plutôt que de la Suède, du Canada, de l'Australie, de la moyenne de l'OCDE ou du Royaume-Uni, où, semble-t-il, l'habitude d'aller vers les citoyens, de les consulter, de leur donner la parole, de les écouter, de les entendre au moment de fabriquer la loi est plus forte. Alors pour qu'on comprenne bien, le graphique, c'est plutôt ce qui est à gauche qui n'est pas bon élève, c'est-à-dire très peu de consultation. À gauche les citoyens au moment de l'élaboration des textes. Et les plus de 10%, c'est les bons élèves de la classe. Les plus de 10 points, c'est on se donne du mal pour aller chercher les citoyens au moment de la fabrication des lois. Donc on voit qu'on est quand même très très singulier par rapport à d'autres grandes démocraties, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des républiques. Vous, en tant que parlementaire, vous avez le sentiment, alors on a beaucoup parlé de représentation tout à l'heure, mais là il s'agit plutôt d'interroger le travail du législateur, le travail du gouvernement. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on est à l'optimum, qu'on fait ce qu'il faut pour associer le citoyen, qu'on essaye de l'emmener pédagogiquement vers les grandes réformes? Probablement non. On est dans une démocratie représentative. Le fonctionnement d'une république comme la nôtre, c'est de choisir un président de la République à qui on donne quand même quasiment les pleins pouvoirs, puisque le mode de scrutin au suffrage universel et l'organisation du quinquennat donnent les moyens au président de la République, juste derrière, d'avoir une majorité parlementaire. Donc vous avez un homme qui est légitime et qui a une majorité parlementaire. On confie pendant 5 ans le choix à ces parlementaires de confectionner la loi et de contrôler le gouvernement dans les deux sens, pour l'opposition comme pour la majorité. On est un État centralisé, je vous le disais tout à l'heure sur un autre sujet, on n'est pas un État fédéral. Dans les exemples que vous citez, il y a beaucoup d'États fédéraux.
Donc si l'exception française existe, elle existe également là. Vous avez beaucoup d'États qui sont désormais de nature fédérale. C'est-à-dire que le processus de consultation n'est plus à l'échelle du territoire du pays, mais à l'échelle d'une grande région. Ce que font les Allemands, par exemple, ce que font les Suisses, par exemple, ce que fait probablement le Canada aussi, à ma connaissance, les États-Unis aussi. Donc un État fédéral peut plus facilement, probablement pour la construction de ces textes, s'appuyer sur un corps électoral plus restreint. Est-ce qu'on fait assez de consultations? Voilà. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'élections. J'ai tendance à penser que la France, elle fait ses consultations sur des choix de société à travers des élections. L'année prochaine, vous aurez les municipales, en septembre, vous aurez les sénatoriales, et si rien n'avait été fait, on aurait eu les cantonales et les régionales en même temps. Avec un peu les européennes au milieu. Les européennes au mois de juin, j'oubliais, et vous aurez un tour de sénatoriales avant les présidentielles, et donc quand même tous les ans ou tous les 2 ans maximum, les Français sont appelés à s'exprimer. Alors justement, en général, ça passe par voilà, des changements d'alternance. Une petite parenthèse sur vous vous souvenez que votre père spirituel en politique, donc Jacques Chirac, a pas mal hésité entre le maintien du septennat ou le quinquennat. À la réflexion, ça vous paraît une bonne chose, le quinquennat? Non, mais j'ai déjà pris des positions assez audacieuses sur votre affaire. Mais vous avez le droit d'en prendre d'autres. Mais je les assume, Si je dis que je pense que le septennat c'était mieux, c'est plus un dinosaure, quoi. Je veux dire, c'est l'époque. Et vous le pensez? Non, je pense pas. Je pense que c'est plus possible aujourd'hui d'avoir des mandats de 7 ans. D'un autre côté, là aussi, dans une histoire française très longue, la profondeur de champ d'un président de la République ne lui mettait moins de pression. Mais c'est moins le raccourcissement du mandat que le fait qu'il soit confondu avec le mandat des députés. Qui en fait, il y a un côté qui tout double. Il y a un côté, je mise sur le noir et c'est le rouge qui sort. Et c'est les pleins pouvoirs. 2 fois le rouge. Et c'est 2 fois le rouge. Voilà. Mais je ne vois pas comment on peut revenir là-dessus. Et je pense quand même qu'on va vers une évolution à l'américaine en profondeur. Un des moyens de retempérer, c'est de donner davantage de pouvoir au Parlement. Parce qu'on sent aujourd'hui que ce que vous aviez voulu faire... Sarkozy l'a fait avec sa révision de 2008. Mais sur le contrôle, sur toutes les fonctions qu'on pourrait donner au Parlement pour évaluer notamment la loi, on sent à la fois qu'il y a aujourd'hui un cadre, mais je suis assez frappé, moi, quand je rencontre des parlementaires, à la fois de la faiblesse de leurs conditions de travail. Si on les compare aux congressmen nord-américains, ça n'a rien à voir. Et on se rend compte que le Parlement français a un mal fou, par exemple, à progresser sur ses missions de contrôle et d'évaluation. Pourquoi on n'arrive pas à bouger sur ces sujets-là? Le parlementaire français a les moyens juridiques de le faire. Ouais, mais les moyens matériels, un président de la commission des finances ou un rapporteur général des finances, il est astreint... Ils sont 2. Ils sont 2, mais ils engagent la commission, ils engagent le Parlement. Ils peuvent très bien aller constater sur pièce et sur place tous les documents auxquels le ministre du Budget ou des Finances a accès. Il est astreint au secret fiscal, naturellement, mais il a les moyens de travailler sincèrement. Un président de la commission des lois peut faire la même chose, aller dans les prisons, aller à la chancellerie. Bon, donc il y a quand même les moyens, ils existent. Alors est-ce qu'ils sont pleinement utilisés? Pas toujours. Ça prend souvent la forme médiatique d'une demande de commission d'information ou pire, d'une commission d'enquête sur un sujet. Mais le Parlement, il a les moyens. Mais il n'a pas les moyens financiers. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comparer un député français et un parlementaire congressiste américain. On est sur LCP, donc c'est la chaîne de l'Assemblée nationale. Ce qui est frappant, là aussi on peut faire de la démagogie à rebours, c'est que quand on va voir un parlementaire, on arrive dans un tout petit bureau, il est là avec 1 ou 2 de ses assistants parlementaires, et on se dit, mais c'est pas des conditions de travail. Donc, évidemment, c'est pas bon de se plaindre en période de crise ou en période de finances publiques contraintes, mais est-ce qu'on n'en paye pas le prix démocratique à la fin? Oui, mais on peut pas. Pardon, vous pouvez pas plaider tout et son contraire. Vous pouvez pas interroger les gens sur le thème. Vous êtes pour ou contre le cumul et à 82% c'est sorti. Et de l'autre dire mais ils ont des mauvaises conditions de travail et ils sont pas payés. Dans ce cas-là, le courage de M. Hollande, c'est de dire je supprime le cumul des mandats. Je donne de très sérieux moyens, c'est-à-dire j'augmente de 2 ou 3 collaborateurs. 2 ou 3 collaborateurs, donc j'augmente l'enveloppe de qualité de travail, j'augmente les surfaces de travail et je multiplie par 2 la rémunération des parlementaires. J'attends M. Hollande de faire un référendum sur je multiplie par 2 la rémunération des parlementaires. Il aura 80% contre le cumul et il aura moins 30% qui devra rendre le moment venu quand il quittera l'Élysée sur cette affaire de rémunération. Vous en pensez quoi des conditions de travail des parlementaires? Bon, moi je m'y suis fait. On peut travailler, franchement, on peut travailler, on peut avoir les moyens de contrôler, on peut avoir les moyens de rédiger des amendements.
quand on voit d'autres régimes, je pense même les parlementaires allemands ont plus de moyens et les parlementaires américains ont évidemment beaucoup plus de moyens, mais c'est pas le même système. C'est pas le même système. Et pourtant, vous n'êtes pas frappé par le fait qu'un rapport ou une prise d'opposition du président de la Commission des Finances, qui est de l'opposition, puisque c'est une réforme qu'avait voulu Nicolas Sarkozy, a moins de force, moins de poids que le rapport du président de la Cour des comptes, par exemple, qui paraît plus indépendant. Oui, il est plus indépendant. C'est la Cour des comptes. C'est pas toujours bien interprété, puisque la Cour des comptes, elle doit examiner les comptes, mais elle ne peut pas aller sur des jugements d'opportunité. Et très souvent, ce qu'on peut reprocher, c'est que le rapport de la Cour soit pris en otage dans le débat public entre la gauche et la droite pour dire ça va dans cette direction, ou ça, comme on a fait les deux, je suis très à l'aise pour le dire. Maintenant, le président de la Commission des Finances, il est comme tous les autres parlementaires, il est peut-être aussi victime de la défiance généralisée dans la société à l'égard, y compris de son rôle, qui est par ailleurs institutionnel et éminent. Je reviens un instant au thème de la réforme. On a parlé beaucoup des conditions de la réforme. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a ce paradoxe en France d'une plus grande facilité à faire des réformes sociétales? On l'a vu par exemple avec le mariage pour tous, où on a le sentiment, bon, bien sûr il y a des oppositions, mais ça avance. Et puis quand on en arrive à des questions comme le marché du travail, là on a le sentiment d'un blocage absolu. Donc d'où vient au fond ce paradoxe on arrive à faire des réformes sociétales qui sont de vraies ruptures dans le fonctionnement de nos sociétés, même dans le fonctionnement, pardon d'utiliser les grands mots, anthropologique. Et puis sur des sujets, après tout, on est capable d'objectiver le débat. Il y a des données quantitatives, il y a le CDE, on voit les marchés du travail. L'Allemagne, il y avait 11,7% de chômeurs en 2005, du chemin a été fait. On n'arrive pas à avancer. D'où ça vient cette espèce de blocage très français sur le fait que sur les valeurs, on arrive, et puis sur des choses beaucoup plus problématiques, on n'y arrive pas? D'abord parce que tout ne dépend pas du gouvernement ou de l'État, notamment sur tout le chemin de la préparation des relations au sein du travail. On a justement cette histoire du dialogue social qui a confié, notamment sur la partie gestion de la sécurité sociale, l'essentiel, pour ne pas dire la totalité de la responsabilité, aux organisations syndicales. Donc on est dans le chemin du dialogue social et l'État en réalité n'a pas son mot à dire, ou très peu son mot à dire. Il peut le dire en cas de très grave crise. Un effondrement du financement des systèmes de retraite, il ne pourra pas rester insensible, il ne pourra pas ne rien faire. Ce que nous avons fait avec Nicolas Sarkozy, ce qu'il a voulu faire, ce que sera contraint de faire François Hollande, alors que ce n'était pas dans son programme présidentiel, de rallonger l'âge de la retraite. Je n'ai pas entendu François Hollande pendant la présidentielle dire on va faire la retraite à 63, 64 ans. Ils vont être obligés d'y passer. Il faut dire que Nicolas Sarkozy non plus n'en avait pas parlé en 2007. Et il n'en avait pas parlé, mais nous l'avons fait, nous sommes adaptés. Mais nous avons assumé. Nous avons assumé la politique de rigueur, nous avons assumé la politique d'austérité, mais il y a cette réalité. Deuxièmement, beaucoup de droits est produit par des jurisprudences. En général, des cours d'appel ou des chambres d'appel auprès de telle ou telle cour particulière produit du droit en matière sociale et conditionne le regard que les prud'hommes peuvent porter aussi sur la capacité qu'une entreprise a ou pas de licencier. Regardez le débat qu'il y a eu sur l'accord flexi-sécurité, il a porté essentiellement sur le fait qu'une entreprise aura le devoir de proposer quelque chose à un salarié dont il va supprimer le poste de travail, peu importe la distance à laquelle il lui propose cet emploi. Si c'est en Hongrie, en Bulgarie ou ailleurs, voilà. Il y a eu ce débat-là. Bon. Donc si c'était bloqué, par exemple, vous ne pourriez pas avancer, vous auriez des entreprises qui n'investiraient plus du tout, par peur de ne plus pouvoir ensuite bouger. Donc vous voyez, on a une rigidité très très forte sur le marché du travail et donc sur le tissu économique. Donc la question de savoir pourquoi on arrive mieux à faire des réformes sociétales, des réformes sociales, vous me dites il y a le paritarisme qui est un élément compliqué. C'est un élément important. Il y a d'autres facteurs qui expliquent qu'on a du mal. On donne le sentiment que la question du chômage elle est enquistée en France, qu'elle est difficile, mais il y a d'autres pays qui sont arrivés autour de nous. Alors ils ont fait des réformes. La TVA sociale, de ce point de vue, me semble être un vrai bon projet politique, pas simplement parce qu'il c'est une inspiration libérale, mais parce qu'il répond à un vrai problème français. On a un État-providence qui coûte très cher. Cet État-providence, pour financer la branche famille, retraite, handicapés, solidarité, est financé pour une large part par des cotisations, soit payées par les entreprises, soit payées par les salariés. L'idée de la TVA sociale, c'est on baisse ses charges pour baisser le coût unitaire du travail. Ce que font tous les pays actuellement qui s'appuient sur la crise pour se réformer, même l'Espagne qui est en grande difficulté à baisser son coût unitaire du travail, même le Portugal qui est dans une très grande difficulté et une économie qui a au moins 10 ou 15 ans de retard à baisser son coût unitaire du travail. La TVA sociale permet de faire ça. Mais comme on ne veut pas altérer la solidarité dans notre pays, on augmente la TVA pour financer, à due concurrence si j'ose dire, ces différentes branches. C'est ça, voilà un vrai projet politique. Une autre question à l'envers
que vous pourriez me poser, c'est pourquoi vous n'avez pas bougé sur les 35 heures. C'est un projet de gauche. Il a montré son inefficacité sur le plan économique. Ça a plutôt détruit l'emploi que ça n'en a provoqué. Et c'est une conception étriquée d'un marché du travail comme un camembert. Très malthusienne. Et très malthusienne. J'ajoute que si on est sur le chemin politique, on peut imaginer que Jospin et Aubry voulaient avoir leur petite statuette à l'entrée du XXIe siècle aux côtés de Blum sur le thème des grands acquis sociaux. Mais d'une certaine manière, l'ayant fait, ils ont créé cet élément de fixation qu'on a en France autour des acquis sociaux. Et Nicolas Sarkozy ne touche pas aux 35 heures. Mais en revanche, il veut remédier au mal des 35 heures et donc il défiscalise les heures supplémentaires. Au lieu d'avoir en quelque sorte des pénalités pour les entreprises supplémentaires au-delà des 35 heures, il libère le poids de la fiscalité pour permettre aux gens d'avoir plus de revenus en faisant des heures supplémentaires et en même temps que ça ne coûte pas plus cher. Donc on a contourné l'obstacle. Mais l'actuel gouvernement est revenu dessus. Mais l'actuel gouvernement est revenu dessus, c'est-à-dire que c'est la situation hantée, c'est d'ailleurs la plus bloquante, surtout en période de crise. Peut-être une dernière question très rapide, mais vous avez dit tout à l'heure en parlant des retraites, j'ai voulu vous interrompre à ce moment-là en disant on a allongé au fond la durée de cotisation et ça c'est de l'austérité et de la rigueur. Est-ce que tout simplement c'est pas du bon sens vis-à-vis de l'allongement de la durée de la vie? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas une classe politique aussi qui a tendance à mettre les mots austérité et rigueur quand on regarde ce qui se passe en Grèce, demain à Chypre, en Espagne, en Italie, donc ces mots austérité et rigueur sur des objets qui ne sont pas de l'austérité et de la rigueur, qui n'en sont pas encore, qui sont simplement des objets de bon sens. C'est un choix, en tout cas c'est une politique difficile puisqu'on demande aux gens de travailler plus longtemps, mais c'est un constat d'évidence. Voilà, mais ils vivent plus longtemps. Mais d'autres choix plus rigoureux auraient pu être proposés, nous les avons refusés. Une baisse du niveau de pension, une augmentation du niveau de cotisation. Une baisse de niveau de pension, si c'est pas de la rigueur, je sais pas ce que c'est. Une baisse du traitement des fonctionnaires, si c'est pas de la rigueur, je sais pas ce que c'est. Et la politique de rigueur, elle n'était pas que sur l'affaire des retraites, elle est plutôt sur les mesures qu'on a mis en place, à la fois des mesures de nature fiscale qu'on peut contester, éventuellement, mais on a les arguments pour les défendre, et des mesures d'économie au niveau de l'État. Je regrette par exemple que la suppression du 1 sur 2 concernant les postes de retraite, remplacement des fonctionnaires, n'ait pas été gardé par ce gouvernement. Ça commençait à produire des résultats. Et là aussi, la doctrine, l'idéologie, peut-être la queue de comète de la campagne présidentielle, a gouverné cette idée dans l'esprit de M. Hollande. Et toujours pour parler des retraites, l'alignement des fonctionnaires sur le régime privé, à savoir ne plus uniquement fonctionner sur les 6 derniers mois, qui sont en général les meilleurs mois, alors que pour le privé, c'est 25 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense pas en tout cas que ce gouvernement le mettra en place quand il voit qu'ils ont... Mais le précédent non plus n'avait pas osé aller jusqu'au bout. Non, mais on avait quand même travaillé sur les régimes spéciaux, on avait travaillé sur un calendrier qui visait à une harmonisation progressive. On ne peut pas le faire du jour au lendemain parce que sinon on cabre l'ensemble de la fonction publique, c'est sûr. De toute façon, le chemin qui est devant nous est un chemin démographique. Je veux dire, ne pas voir ce qui est devant nous, c'est ne pas comprendre ce qui va se passer en termes de financement des politiques publiques. En 2015, vous aurez plus de décès que de naissances à l'échelle européenne. On aura besoin de flux migratoires pour répondre aux entreprises et les métiers sous tension. Donc cette question d'immigration, il faudra l'aborder sereinement en responsabilité sur le plan économique. Et on aura aussi un problème lié à l'allongement de la durée de vie et lié au financement du système par répartition. Donc moi, je vous le dis, on travaillera jusqu'à 66, 67 ans, avec certainement des niveaux de cotisation un peu plus élevés, pour un choix, en tout cas, qui est le choix français jusqu'à présent, des niveaux de pension équivalents. Parce qu'il ne faut jamais oublier derrière que les retraités dépensant de l'argent sont des acteurs économiques majeurs. C'est eux qui, avec leur pouvoir d'achat, soutiennent la consommation, qui est le moteur essentiel de l'économie française. Sauf à vouloir renverser la table et changer le moteur économique, il faut maintenir un niveau de pouvoir d'achat pour toute une série d'acteurs, dont les retraités. Merci beaucoup, Laurent Bigogne. Et on passe à la troisième et dernière partie de cette émission, à savoir les questions que va vous poser un jeune entrepreneur, Gilles Babinet, qui va d'ailleurs tout de suite se présenter pour nous tous, savoir ce que vous faites. Eh bien, je suis entrepreneur, vous l'avez dit, donc je monte des sociétés depuis 24 ans maintenant, principalement dans le domaine du numérique, mais pas que, puisque ma première société, c'était dans le domaine du bâtiment. Et puis, j'ai eu des responsabilités, entre guillemets, pseudo-institutionnelles, puisque j'étais président du Conseil national du numérique pendant une année. Et je collaborais également à l'Institut Montaigne. Je viens de signer un rapport qui s'appelle « Pour un New Deal numérique ». Et est-ce que vous faites partie de tous ces entrepreneurs qui, en général, sont toujours pleins des tutelles politiques, des tracasseries administratives de tout genre? Oui, mais je veux pas sombrer dans le poujadisme. C'est-à-dire que je suis très conscient de la nécessité et de l'importance que peut avoir un État efficace pour la dynamique économique. Donc, je dirais qu'il faut faire la part des choses, mais je ne vous cache pas que je reviens
d'un week-end chez un ami entrepreneur qui a une très grosse société dans le Sud. Et il m'expliquait effectivement que son plafond de verre aujourd'hui, c'était la complexité administrative à laquelle il fait face. Alors maintenant, je vous laisse dans les mains de François Baroin. Vous avez 3 questions à lui poser. Alors oui, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Je vous apprécie, mais je voudrais quand même... Enfin, il y a quelque chose qui m'a un peu choqué, je vous avouerai. Je vous ai entendu brillamment défendre, finalement, la réforme à la marge des institutions, puisque c'est ce que vous avez fait. Et je crois qu'il ne semble pas vous venir à l'esprit à un instant que notre incapacité à réformer ce pays puisse être liée avec le niveau de défiance qui existe dans les institutions. Et il me semble que quand on regarde, notamment, vous l'avez bien fait, ce qui se passe à l'étranger, on s'aperçoit que avoir une part de société civile dans le corps politique, dans les élus, d'une part, c'est une chose qui est de nature à résoudre ce schisme qui existe. Par ailleurs, on constate qu'on est le pays où il y a le moins de docteurs, je parle de docteurs en sciences, dans les élus. Et enfin, je crois que tout ceci amène... Ma question, finalement, c'est est-ce qu'on ne devrait pas sortir d'une politique qui est un petit peu la médecine de Molière, pour moi, où les plus charismatiques, les plus, entre guillemets, éloquents sont les mieux élus, et rentrer dans une politique plus scientifique, c'est-à-dire où la notion de benchmark, la notion de comparaison est finalement le socle qui permet de prendre des décisions, comme le font un certain nombre de pays autour de nous. Je pense avoir été honnête, en tout cas dans la défense et l'illustration de mes convictions sur l'organisation historique et territoriale. Donc j'accepte complètement la critique et je veux bien croire que quand on n'est pas en responsabilité politique, on puisse porter ce regard. Et j'admets parfaitement le niveau de défiance incroyable qui existe, qui touche la gauche comme la droite. Et la cause, elle vient du fait que les responsables politiques de gauche comme de droite n'ont pas apporté la seule réponse qu'attendent les gens, c'est-à-dire comment régler cette problématique du chômage, parce que derrière le chômage, c'est le problème de logement, c'est l'inquiétude pour les enfants, c'est rembourser ses emprunts, c'est tout, plus la place dans la société. Donc c'est cette question-là. On n'y est pas parvenu pleinement, et on a un modèle économique sur lequel je ne reviens pas, qui a ses faiblesses, ses difficultés, mais d'autres économies y parviennent, mais à d'autres prix. Le prix payé par l'Allemagne pour accepter d'avoir un taux de chômage autour de moins de 7% par exemple, c'est un niveau de pension plus faible, c'est pas de salaire minimum, c'est des prestations sociales qui sont quand même très réduites, qui sont passées de 2 ans à 1 an de remboursement d'indemnité de chômage pour les gens qui ont perdu leur emploi, donc c'est plus de précarité, plus de misère. Donc si on n'est pas capable d'expliquer tout ça, on ne peut pas non plus expliquer rationnellement la vie politique. Alors, vous dites des docteurs en médecine, etc. Une fois encore, c'est un métier qu'on peut faire sans formation. Je veux dire, demain, vous pouvez être député, vous n'avez pas besoin de qualification. Il faut juste avoir le courage de dire je suis sur le bord du chemin, je rame, je suis chef d'entreprise, j'en ai marre de tous ces politiques, de droite comme de gauche, j'aime bien Baroin, j'aime pas Baroin, je m'en fous, c'est pas le problème, je vais prendre mes responsabilités, je m'engage. Rien ne vous empêche de vous engager en politique, rien ne vous empêche d'être élu, rien ne vous empêche de changer les choses. On est tous plus ou moins à un moment dans notre vie politique, au moment où on y rentre, de la société civile. Moi j'étais journaliste de formation, voilà, je suis rentré en politique, voilà, je suis resté, j'essaye d'être attentif à ce qui se passe. Je ne pense pas qu'on puisse administrer le suffrage universel. Je ne pense pas qu'on puisse choisir à la place des gens. Et si on n'est pas content de la classe politique, d'une certaine manière, c'est celle qui est choisie aussi par les gens. Alors est-ce qu'on peut faire par des textes le visage le plus objectif, le miroir le plus beau, le plus sincère, le plus évident d'une société je ne suis pas sûr qu'on y parvienne. Mais si vous avez une martingale, franchement, on est preneur. Hein. Non, mais je vous entends finalement prendre la défense des institutions telles qu'elles existent, qui pour moi dysfonctionnent massivement. Donc je vous entends, c'est votre réponse, mais il me semble que malheureusement, ça n'est pas ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Moi, je crois au régime républicain. Je crois au système démocratique et je crois à la souplesse de nos institutions, la Ve République, dans un vieux pays comme la France qui a vécu la Révolution, comme ça a été dit précédemment, et qui peut être éruptif. J'ajoute que c'est un pays qui a placé Le Pen en 2002 au soir du premier tour de l'élection présidentielle au second tour, que c'est donc un pays qu'il faut aussi aborder avec la profondeur de champ historique. Et donc moi je suis attaché aux institutions. Ça dysfonctionne depuis longtemps, mais c'est pas chronique. Ça dysfonctionne. C'est démocratique. C'est démocratique, mais les institutions n'empêchent pas la démocratie. On peut infléchir. Mais vous parlez du benchmarking. Vous croyez quoi qu'on fait dans les ministères? Vous pensez qu'on discute pas? Je peux vous dire que bien des fois, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de benchmarking. Et je me suis félicité de voir que dans cette élection... Vous pouvez dire aux téléspectateurs qui savent pas ce qu'est le benchmarking. La comparaison et le fait de donner des chiffres. Quand je vois François Langlais avec ses tableaux, eh bien, je peux vous dire que c'est une innovation qui a été très appréciée. Et je pense que
vous auriez beaucoup à gagner à faire en sorte que de façon systématique, vous puissiez illustrer les souhaits, les inflexions politiques que vous souhaitez donner avec des chiffres qui sont clairs et compréhensibles par les Français. Et je pense que vous ne le faites pas assez. Alors, on l'a fait, c'est rarement repris, et on n'a jamais, par exemple, moi j'ai jamais été invité comme ministre des Finances à une émission où on me laissait suffisamment de temps et de place pour faire du François Langlais dans le texte à 20h10. Giscard faisait ça il y a 40 ans. Il arrivait avec ses graphiques, il passait à la télévision. Voilà, Fabius, je crois, quand il était le plus jeune Premier ministre de France en 84, a tenté un truc comme ça. Ça a dû durer peut-être 2 émissions. Il a arrêté. Ça ne marche pas. C'est sinistre, ça ennuie les gens, et les matières économiques, vraiment, sont plus repoussantes qu'autre chose. Donc il faut beaucoup de pédagogie pour le faire. Toute dernière question, Gilles. Alors, j'ai une question très simple. J'ai appelé, il y a l'été dernier, à faire en sorte que la transparence des frais parlementaires soit totale. C'est-à-dire que les citoyens puissent connaître le détail de la façon dont vous utilisez cette enveloppe très contestée. J'ai récolté 130 000 signatures. J'ai fait cette pétition sur Avaz, c'est un site internet. Je ne parle pas de fiscalité. Je ne parle pas de fiscalisation, je parle juste de transparence. Et je ne parle pas non plus du fait que vous soyez bien ou pas assez payé. Je vous parle juste du fait que chacun puisse savoir ce à quoi son député emploie des frais, puisque c'est appelé frais, des 7 000 €, je crois à peu près, de frais qui vous sont donnés. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? Non, je suis contre. D'abord, c'est pas 7 000 €, c'est 5 600. Très bien, 5 600 €. Oui, mais déjà, c'est pas la même chose. Ensuite, il y a la moitié de l'indemnité parlementaire, l'indemnité parlementaire, c'est-à-dire le traitement, l'équivalent du salaire, est fiscalisé. Et beaucoup sont appuyés sur ce qu'on appelle l'indemnité représentative des frais mandats, qui ne sont pas fiscalisés, comme faisant croire que les députés ne payaient pas d'impôts. C'est faux. Voilà. Donc, les députés, je ne vous ai pas parlé de ça. Non. Et sur l'indemnité représentative de frais de mandat, c'est également une question, je crois... si vous voulez, la transparence à tout prix, pour moi, est une forme de... est un lien qui altère encore plus la confiance. Vous pouvez le demander, vous pouvez le faire. Je trouve que le président de l'Assemblée, qui est un socialiste, a proposé quelque chose de normal, une déclaration sur l'honneur, et le contrôle est effectué par ceux qui contrôlent. Par exemple, on doit vous faire confiance. Voilà, bien sûr, c'est terrible, terrible. Non, mais ça n'a rien de terrible. Par exemple, moi, je suis à la tête d'une collectivité locale qui me contrôle. C'est pas vous, même si vous êtes très sympathique, mais vous êtes très sympathique en plus, je le dis franchement. C'est la Chambre régionale des comptes. Voilà. Ça fait des citoyens des mineurs perpétuels. Voilà ce que vous faites. Non, on est dans des institutions. Non, une coordination. On est dans un régime démocratique, et tout sympathique soyez-vous, même avec votre pétition, il y a un état de droit des institutions. Et le fait que 130 000 citoyens demandent ça ne vous interpelle pas? Eh bien, présentez-vous sur ce programme, soyez élu, prenez le pouvoir et vous y parviendrez. Dans l'Aube, par exemple. Voilà. Mais bien sûr, au moins. Je vous remercie, Gilles Babinet, et je vais vous demander de terminer, François Baroin, à l'aide de cette tablette qu'on va vous proposer pour envoyer un tweet à qui vous voulez, peut-être à l'ensemble des citoyens ou à qui vous voulez. Oh, mais je pense à mes followers. À vos followers. Ouais. Vous en avez beaucoup sur Twitter ? Mais je tweete très peu. Très peu, parce que je considère que c'est pas non plus trop la place des politiques. Vous voyez, il y a je veux pas raconter ma vie, je trouve qu'il y a une forme d'impudeur. Et je le fais vraiment de temps en temps de manière marginale. Mais là, je le fais pour vous, parce que vous m'avez parce qu'on a une bonne tête, voilà. On est sympathique, voilà. Voilà. Ah, donc pas d'ordonnance, mais de la confiance. Ouais, dans la France a besoin. Oui, ce sera appuyé un peu sur les déclarations de Rebsamen à Dijon, en expliquant que Hollande. Pour l'instant, n'ont pas été confirmés ni par François Hollande ni par Jean-Marc Ayrault. Mais peut-être ce message lui parvient-il, parce que après tout tweet peut même être lu par le président de la République. Voilà. En tout cas, cette émission. Mais je ne crois pas qu'il soit dans les followers. Peut l'être regardée. En tout cas, merci beaucoup, François Baroin. Et puis on se retrouve donc le mois prochain, toujours avec Mathias Léridon et Laurent Bigorgne. Merci beaucoup. Merci.